Un petit peu collaboration et transformation, quelques constats d'expérience nord-américains, donc tout un programme. Kevin, 20 minutes pour avoir un peu de questions, pour laisser une petite pause, pour ensuite passer au trophée. Merci Kevin. Tout de suite. Déjà, merci. Merci David. Déjà, j'ai la pression sur le temps. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait déjà quelques années que je suis venu aux rencontres. Ça me fait vraiment plaisir, de toujours venir collaborer avec la chaire. Moi-même, je dirige le Centre d'études en transformation des organisations à HEC Montréal, là où je suis professeur. Donc, à chaque fois, je suis impressionné à quel point vous avez une machine, littéralement. Ces chaires de transfert et de développement de connaissances, de recherche, c'est énorme. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est particulier. À chaque fois, je me dis, il y a une des rarités qui sera sur un sujet qui est hors sujet. Et non. Sauf l'année, vous avez parlé d'innovation managériale. Je me suis dit, ben non, on ne connaît pas, il n'y a pas d'innovation. Et pourtant, l'année d'après, bam, tout le monde parlait d'innovation managériale. Donc, juste pour vous dire, à chaque fois, moi, je suis personnellement impressionné. Ça me fait des belles discussions avec vous pendant les pauses, pendant les lunchs. Donc, j'ai réadapté un peu ma présentation pour essayer de faire des liens avec ce que j'ai vu hier aux rencontres académiques et lundi au Switch Lab, plus aujourd'hui, parce qu'avec plusieurs, j'ai pu discuter. Donc, vous avez mon plan de match prévu à gauche et les ajouts à droite. Dans le peu de temps qu'on a, je vais essayer de me rendre le plus loin possible. Je voulais ici vous lancer quelques défis, quelques constats qu'on a actuellement sur le sujet. Il est à savoir qu'à Montréal, on verrait très peu, en fait, des conférences, des colloques sur la collaboration. Ce serait un peu étrange. C'est pas parce que c'est pas important, au contraire. Non, nous, on aurait, par exemple, ces temps-ci, l'indice boursier le plus important en termes de thème sur le changement, le digital, l'intelligence artificielle. Bien entendu, toutes les présentations vont parler de mécanismes de collaboration, de dispositifs, de méthodologies de collaboration. Mais le sujet serait, en fait, l'objectif stratégique de faire notre transformation digitale, et non la collab elle-même. Juste pour vous donner un peu une idée de ce revirement qu'on pourrait voir. Donc, quelques ajouts. David, hier, pendant la conférence académique, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez noté, il m'a demandé de parler un peu de comment on modélise, comment on fait notre psychométrie, nos mesures. Vous avez parlé beaucoup de mesures hier. Encore aujourd'hui, on pourra en parler. Donc, je me réserve beaucoup de temps à travers ma présentation là-dessus. On travaille aussi sur la digitalisation du travail. Plusieurs en avaient parlé dans vos présentations. On a un gros point sur l'abstraction du travail chez nous derrière ça. On a, vos banques sont très avancées là-dessus, nous aussi, et on se rend compte, en fait, au bout du changement, au bout de la collaboration, un des gros challenges, c'est l'abstraction. En fait, au final, qu'est-ce qu'on automatise dans l'intelligence artificielle? Les routines, le traitement de données, le jugement non humain, en fait. Qu'est-ce qu'il me reste, moi, humain au travail? Les relations. Vous avez un compatriote qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Et deuxièmement, il me reste quoi? Ce qui est hautement intelligent. Et j'ai un étudiant philosophe qui dit, monsieur, réfléchir, ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, on voit une belle montée de l'enthousiasme, mais aussi une montée de l'épuisement au travail, du stress au travail. Donc, plus de sens, plus de stress aussi. Vous voyez, donc, ces contrebalancements-là, ces tensions-là, on les adresse souvent à Montréal, autant au Québec, Canada, États-Unis. C'est souvent là-dessus qu'on va poser notre regard. Donc, c'est pourquoi je voulais passer ça de l'avant. La transformation culturelle, par exemple, aurait pu être un thème pour rassembler les sujets que vous avez discutés. Or, ça aurait pu être un thème chez nous aujourd'hui pour le colloque. La transformation culturelle, c'est un nouveau buzzword intéressant, important. C'est Peter Drucker qui nous disait « La culture mange de la stratégie au petit déjeuner ». Encore aujourd'hui, même si Drucker dans les années 90, encore aujourd'hui, cette question de transformation culturelle, de faire équipe, on a beaucoup de fusions-acquisitions dans notre coin du monde. Post-2009, les gagnants de 2009, finalement, qui ont pu se reprendre dans l'accélération économique, qui sont capables d'acheter leurs compétiteurs, et même dans d'autres secteurs. Beaucoup de fusions-acquisitions. Et beaucoup d'acheteurs et d'achetés qui résistent et qui ne collaborent pas. Donc, on a beaucoup de projets de recherche et de mesures qui essaient de voir où sont ces seuils où une intégration, une fusion d'équipes sera capable de passer d'un attachement envers mon ancienne organisation vers un attachement vers la nouvelle. On se rend compte que c'est quelque chose de très progressif. Donc, la rupture est dévastatrice autant que le statu quo.
Mais bon, c'est le genre de questions qu'on se pose par chez nous. Donc, je voulais passer avec vous 4 grands thèmes en surfant un peu sur ces enjeux, ces tensions, ces défis, ces challenges. À travers, on a ce point d'accélération et de stabilisation. Chez nous, la saturation de changement, thème négatif, est un thème très important qui fonctionne super bien. Mon centre de recherche fait beaucoup de travaux sur la saturation. Pas pour expliquer ses effets, vous les connaissez, je les connais. Hein? Le trop plein de changements dans nos organisations, le rythme trop rapide des transformations. Mais maintenant, comment s'en sortir? Pourquoi est-ce que dans la même organisation, et je suis certain que je vais dans vos organisations, je vais voir des équipes qui s'effondrent de saturation et des équipes qui se dépassent, qui se développent, qui performent dans les mêmes contextes, sous les mêmes changements. Pourquoi? Ces enjeux-là sont fondamentaux à aller voir. Apprentissage versus changement. J'adore opposer les deux. Le collaboratif, l'équipe apprenante. Apprendre, c'est inventer de nouvelles routines qui seront la source de résistance au changement demain. Il y a un autre équilibre qu'on va mesurer dans nos organisations pour faire de la recherche. La spécialisation versus la différenciation. Un point important sur la complexité des milieux d'affaires, la complexité de nos organisations. Cette complexité très grandissante, en fait, très rapidement grandissante, est un enjeu assez particulier. Donc, il y a en robotique, en sciences plus dures, en fait, on a le principe de la variété requise. Vous connaissez? Plus votre système est complexe, plus les contrôleurs doivent être complexes. Donc, mes solutions simples, mes modèles de gestion du changement des années 90 fonctionnent un peu moins. Comment est-ce qu'on peut essayer de les développer, de commencer à les complexifier sans s'y perdre non plus? Et il y a aussi tout l'enjeu de l'individualisation versus la collectivisation. Sujet que j'adore dans un colloque sur la collaboration. Et encore une fois, je ne connais pas beaucoup vos milieux, vos organisations. Je connais bien vos organisations dans les ouvrages qu'on écrit avec David. Hein. J'ai des étudiants, des professionnels à Montréal qui lisent vos cas pour les membres de la chaire, en passant. Mais chez nous, le marché de l'emploi est un enjeu pour plusieurs entreprises. Attirer les jeunes talents. Les jeunes talents ont rapidement de l'influence, sont rapidement aux premières loges. On a besoin de jeunes talents, mais on a beaucoup de difficultés à les conserver. Ils quittent rapidement pour les startups, pour les petites. Je ne sais pas si c'est vos enjeux, mais on a beaucoup ce point-là où on fait attention aux individus. Dans une époque où on demande de la collaboration, de l'intelligence collective, est-ce que je vais jusqu'au point de créer des divas, des vedettes qui vont à l'encontre de l'équipe? C'est le classique. Vos équipes de foot, nos équipes de hockey ont besoin du même principe. Donc, plus je fais attention à ma rétention, plus je peux être dévastateur pour mes équipes. Une autre tension sur laquelle on travaille beaucoup et on discute beaucoup par chez nous. L'accent vous va, ça va? Ouais, OK. Je me permets donc, c'est certains petits passages. Par exemple, quand je parlais d'accélération, stabilisation, sur ces enjeux de saturation, on mesure, quand je vous disais, j'ai ces équipes qui s'effondrent, ces équipes qui réussissent dans les mêmes contextes, dans le même rythme de changement, on en arrive à identifier en mesurant très précisément pourquoi ces équipes perdurent, pourquoi ces équipes fonctionnent moins. 3 piliers. Parce que, premièrement, on ne peut pas réduire le nombre de changements. Hein. Il y a ce paradoxe du changement et de la stabilité où, en fait, pour performer, j'ai besoin d'inertie, j'ai besoin de stabilité. La performance vient de l'efficience, de le revenu, de le profit, en fait. Le changement vient de ne pas me faire déclasser par l'environnement. Donc, il faut qu'on change encore plus. Au Québec, je ne sais pas si c'est vos enjeux, mais au Québec, on doit peut-être accélérer même le rythme au niveau stratégique. Au niveau humain, on parle de développement durable en écologie, en économie. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de changement durable? On a beaucoup de difficultés à ordonner ces changements de façon à ne pas développer de saturation. On en arrive avec nos mesures à identifier que les équipes qui réussissent à soutenir ces changements et à se développer sont capables de jongler leurs 3 piliers par un leadership collaboratif ou leadership d'une seule personne. Hein? 3 piliers, les routines, les procédures, les pratiques. Est-ce que vous êtes constamment en train de les changer? La routine est superbe, les procédures, le livre, le textbook, les instructions, super pour me réfugier. J'ai des choses que c'est automatique, je suis dans mon bureau, je suis caché, c'est le même clic, c'est le même texte, c'est le même livre, ça va. C'est un refuge quand tout est turbulent autour. Est-ce que vous le changez constamment? Après, si vous changez ça, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous impactez aussi mon sentiment de performance ou d'efficacité?
À chaque fois, en fait, j'étais le meilleur. Vendredi, on était les meilleurs, on performait. Et le lundi, on est passé date. On est outrepassé. On est dépassé. On est hors jeu. Une fois, ça va. 2 fois, ça devient lourd. Après, on peut structurer. Mais si on additionne aussi à constamment redéfinir nos relations, et c'est un point très, très particulier, surtout sur la collaboration. Constamment redéfinir les frontières d'une équipe, d'un social, d'un monde social, la famille au travail, par exemple, qui est fondamentale quand les environnements sont turbulents, constamment les redéfinir, en même temps que remettre ma performance en jeu, en même temps que de redéfinir aussi mes procédures et mes routines, c'est de là qu'on voit la saturation arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui est en mesure, qui est en contrôle, ou une équipe qui est en mesure de gérer le momentum entre nos 3 piliers? Parce qu'on va les déranger, ces piliers-là. Le point, c'est dans quelle séquence est-ce que vous les dérangez? Est-ce que c'est en même temps? Quand les 3 sont touchés, saturation qui mène vers l'épuisement. Et c'est mon meilleur facteur de taux d'assurance salaire. Hein? Ça commence à dépasser la surcharge de travail. Mais il faut que les 3 piliers soient touchés. Est-ce que chez vous, on touche 1, 2 ou 3 piliers? On peut prédire assez facilement après votre élévation de taux d'assurance salaire. Je continue? L'apprentissage versus le changement. Comme je vous disais, centrer la collaboration. Ici, on va regarder avec une entreprise partenaire, on ne peut pas la nommer, mais ils vendent de l'assurance au Canada et aux États-Unis. certains sont dans le domaine, dans la salle. Donc, on a ici, on voulait savoir comment ils font des workshops collaboratifs, workshops apprenants. Et ils veulent savoir, en fait, comment les optimiser, comment mesurer l'efficacité de ces workshops. Et là, je vous dis, n'oubliez pas, on ne se pose pas la question de l'apprenance ou de la collaboration. On leur demande tout de suite, en fait, qu'est-ce que vous voulez optimiser? Qu'est-ce que vous voulez augmenter? Au final, on apprend que, on veut que nos équipes soient en mesure d'augmenter leurs ventes mensuelles. Tout simple comme objectif, quand même. Donc, on le met comme output. Pour ça, mon équipe, Team Learning à droite, mon équipe doit être en mesure d'apprendre constamment. Donc, on a mesuré, est-ce que c'est des équipes qui s'adaptent hebdomadairement aux nouvelles pratiques, aux nouvelles évolutions des produits et des méthodes pour optimiser leur vente, qui est le prédicteur final. Pour ça, on essaie de les impacter avec des démarches. Est-ce que votre démarche est meilleure que l'autre à côté? Tout dépend du contexte. C'est ma réponse, je n'ai pas besoin de le mesurer. Par contre, peu importe la démarche, on identifie qu'il y a 2 points centraux derrière, outre la motivation. La sécurité psychologique, vous avez déjà peut-être entendu parler de ce terme? Sécurité psychologique, Psychological Safety, c'est une Américaine, Amy Edmondson, qui l'a mis de l'avant, et Team Open-Mindedness, donc l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit cognitive. Est-ce que je suis ouvert à apprendre ou j'ai déjà appris ce que je devais apprendre? Moi, j'ai 20 ans d'expérience ici, ça va, hein, vous n'allez pas me montrer, vous êtes un peu trop jeune pour moi. Vous voyez le point. Et sécurité psychologique, c'est plus émotionnel. Hein? C'est dans mon équipe. Est-ce que si je mets le genou à terre parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé, parce que je suis épuisé, est-ce que vous allez m'ignorer, me donner un coup, ou vous allez me supporter, vous allez me lever et me faire traverser la ligne avec vous? Sécurité psychologique. Une solidarité. Je peux poser des problèmes personnels au travail et vous allez m'aider à les résoudre et inversement. On s'entend là-dessus? Ici, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y a pas d'ouverture cognitive, si on n'est pas habitué dans notre équipe à avoir des nouvelles idées, à les traiter, à se laisser influencer, travaillez sur ce que vous voulez, hein, il n'y aura pas d'évolution. C'est un point principal, c'est un facteur très important. Travailler ensuite, la sécurité psychologique est fondamentale. Donc après, moi, j'écoutais vos présentations, à ceux qui ont présenté aujourd'hui et hier, co-dev, co-développement, ça demande quoi? Co-dev, on est beaucoup sur l'ouverture d'esprit en premier, et rapidement, on développe une sécurité psychologique si ça va bien. On apprend que si je pose des problèmes, vous allez être là pour me soutenir et non pour me faire un petit sabotage, par exemple. Donc, est-ce que je suis capable de couvrir les deux? Et bien entendu, au départ, la grande question, c'était est-ce que mes gens sont motivés? L'orientation, la motivation. C'est plus important rendu à ce point-là. De toute façon, est-ce que c'est moi qui peux décider à chaque fois est-ce que je fais partie de vos workshops? Des fois, c'est volontaire, mais des fois, ça ne l'est pas, c'est imposé. Est-ce que je suis responsable de décider si j'augmente mes ventes ou non? Non, c'est une directive. Donc, la motivation, on a un peu laissé de tomber. De façon très pragmatique, je vous dirais. Donc, ici, c'est plus un prédicteur de l'avancement. Ça vous donne une idée?
Donc, on va essayer de mesurer derrière tout ça. Donc, après, on peut faire une cotation des activités collaboratives, des workshops collaboratifs, pour être certain qu'on augmente sécurité psychologique, ouverture cognitive. Et ben, après ça, on remesure les résultats. Et 95% du temps, ça fonctionne. Sinon, on ne peut pas le publier, littéralement. Donc, j'essaie de vous faire le pont entre les recherches qu'on publie et l'intérêt, la pertinence dans les organisations montréalaises et états-uniennes. Ici, spécialisation versus diversification. Je pourrais vous lancer des tonnes d'exemples, mais j'ai un temps limité. Ici, juste un exemple. Ici, la question, c'était, on avait un groupe dans une organisation fonction publique fédérale, donc canadienne. On avait une question sur, il y avait un groupe qui plaçait de l'avant des démarches justement françaises sur comment développer une éthique organisationnelle centrée sur l'expérientiel, centrée sur la participation. On avait de l'autre côté une éthique un peu plus états-unienne, centrée sur la déontologie, centrée sur la coercition, la détection des délits. En fait, et là, tous les chercheurs, c'est comme une coupe de vin rouge le soir. Hein. Il va y avoir une étude qui va dire c'est bon pour la santé, l'autre va dire c'est mauvais. Moi, j'en écoute un, j'écoute pas l'autre. À vous de faire vos choix. Mais on va toujours passer blanc ou noir. Les deux les débats sont perpétuels. Ici, on s'est dit, en fait, c'est quoi la vraie question? Vous voulez augmenter votre performance éthique dans votre organisation. Vous savez qu'au Canada, on a beaucoup d'enjeux là-dessus? Je ne sais pas si vous voyez dans vos bulletins de nouvelles. Ouais, on a eu des organisations SNC, Lavalin, je ne sais pas. Non? Non. OK, bon. Ça n'a pas passé Ça n'a pas passé? Ah, OK. SNC qui... c'est public, hein? qui avait fait certaines ententes un peu cachées avec un monsieur qui s'appelait Gaddafi, qui est ami avec Sarkozy. Je l'ai pas dit, c'est pas moi. Bref, performance éthique est devenue assez populaire comme sujet. On veut mesurer la performance, on pourrait rentrer dans comment on la mesure derrière tout ça, mais notre point, c'est plus c'est complexe. On a des gens de différentes origines nationales dans la fonction publique, de différents métiers, de différents groupes d'âge. Le but, c'est pas de comparer une méthode ou l'autre. C'est pas une méthode collaborative, one size fits all, hein? Une taille pour tous. Non. C'est la diversité, en fait. Est-ce qu'il y a une offre diversifiée qui s'applique aux différents métiers, aux différentes équipes? Eh bien entendu, ici, on en a testé plusieurs, dans plusieurs sites géographiques au Canada aussi, pour en arriver à un point où, en fait, effectivement, c'est la diversification. Il n'y a pas une supériorité d'une méthode. Il y a la bonne méthode au bon endroit avec les bonnes personnes. Puis on se rend compte que dans le temps, ça se modifie. Donc, la diversification de nos approches, qu'elles soient collaboratives ou éthiques. L'individualisation versus la collectivisation. Je vais trop vite, je parle pas trop vite non plus. Je sais que l'accent, des fois, ça peut être un enjeu. OK. Fusion-acquisition. J'en ai déjà parlé hein, avec mon seuil, qui est un gros enjeu, qu'on regarde principalement l'intégration des équipes, les cultures professionnelles. Disons qu'on fait une fusion dans une université. Moi, je suis un prof d'université. Hein. C'est un métier qui, traditionnellement, va résister au changement. On parle des ingénieurs. Je ne parle pas des ingénieurs français, hein, des ingénieurs canadiens. Les Français, je ne les connais pas. Mais quand il y a un ordre professionnel, quand il y a un métier, les ingénieurs, ben on sait, dans nos fusions, on a un peu plus de... Moi, j'appelle ça de l'ethnocentrisme professionnel. On va avoir les avocats, les médecins. Bon, vous connaissez le principe. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Il y a quand même une expertise à protéger derrière cette résistance-là. Il faut savoir l'intégrer dans la fusion. Autre enjeu qu'on mesure, c'est en développement, pas encore publié. Donc, je n'ai pas encore tout à fait mes modèles. Mais justement, dans cette intégration-là, c'est comment on place les gens en action dans les méthodes collaboratives. On utilise souvent les discours, les logos pour essayer de faire nos fusions et convaincre les gens. Et on voit très, très peu d'impact. On fait choisir les gens, on essaie de trouver un logo qui va chercher chacun, on essaie de respecter les noms d'entreprise de chacun. On se rend compte que ça a un effet qui dure quelques jours, qui s'estompe. Quand finalement, si on se met à travailler en mode projet, ou en mode gestion de crise, même dans tous les cas, où on parlait, au Switch Lab, on parlait de comment faire un changement de culture, que ce soit dans une fusion-acquisition ou dans une équipe permanente. Le changement de culture, ben, on sait comment créer une culture, théoriquement. Hein? Est-ce qu'on a un héros, un entrepreneur, un leader qui crée un succès avec des followers, des gens qui le suivent dans son projet? On crée un succès et surtout on s'assure d'en parler et de maintenir le mythe. Pourquoi on a créé ce succès-là? Parce qu'on a des valeurs d'innovation, on a des valeurs de modernité et surtout de vente et d'approche client. Aucune idée si c'était ces valeurs-là au départ, mais on réexplique à la suite et on répète le message. Les gens sont allés en action et on reproduit l'action. C'est un des points fondamentaux dans les fusions-acquisitions aussi.
Quelles sont les crises qu'on a réglées ensemble? On est traversé... Chez nous, on dirait, est-ce qu'on a élevé les cochons ensemble? Je ne sais pas si vous avez ça. Est-ce qu'on a traversé des challenges ensemble? Qu'on ait échoué ou réussi, peu importe. Est-ce qu'on a traversé les obstacles ensemble? On voit que ça a un gros effet pour nous. Acquisition et rétention des talents, encore une fois, comme je vous disais, chez nous, on dit que c'est montréalais maintenant, mais Ubisoft qui bouge beaucoup à Montréal aussi. Bon, acquisition, rétention de talent dans ce domaine-là, je ne sais pas, mais ça doit être quand même particulier. Le secteur du jeu vidéo à Montréal est très, très, très foisonnant. Je ne connais pas beaucoup Ubisoft Montréal, mais ça doit être un enjeu. C'était la première grosse boîte. Et maintenant, on commence à voir beaucoup de roulements. Bon. Dans les boîtes auto, on va mesurer justement cette capacité d'acquisition et d'engagement. On se rend compte que ce n'est pas attirer les gens sur un profil d'emploi qui importe fondamentalement. C'est comment on les intègre dans une culture, donc dans un leadership. La première chose qu'on me dit, c'est mes gestionnaires, en fait, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont tel âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. On voit des équipes multigénérationnelles qui vont super bien. 5 minutes. Donc, donc, quels sont vos mécanismes d'intégration collaborative pour intégrer les gens, si c'est votre enjeu? Leadership, un des points qu'on parle beaucoup, je sais que c'est anti-collaboratif. Pensez-y, le terme de leadership, c'est quand même anti-collaboratif. Mais chez nous, ça prend bien. Et regardez comment on va le caractériser, ce leadership-là. On va parler d'authenticité, d'empathie, d'humilité. Donc, ça devient un peu plus collaboratif. Disons qu'on garde nos managers, on ne s'en va pas en entreprise libérée, et qu'on les garde, ces managers. Comment est-ce que des comportements d'humilité, pas juste à la québécoise, en général, on a quand même cette image où « Ah, mais chez vous, ça compte pas, les relations de pouvoir sont plus relaxes. Vous êtes déjà collaboratif, c'est pour ça que vous n'en parlez pas. » Avouez, vous y avez pensé? Oui. Oui, c'est pour certains. C'est pas principalement vrai, en fait. On a peut-être cette image-là, mais on a aussi... La bureaucratie, elle est universelle. La structure, les silos, tout le monde a ça. Mais après, est-ce qu'on adresse l'autorité, le pouvoir de la même façon? Je pense pas. Mais bon, on a les mêmes enjeux. Mais regardez, l'authenticité, l'humilité, l'empathie sont des mesures qu'on fait particulièrement. Une équipe collaborative, une équipe apprenante, avec un leader qui manque d'humilité, avec beaucoup d'ambition. Est-ce que ça me parle du leader? Il faudrait voir. C'est sûr que c'est lui que je vais mesurer. Mais est-ce qu'il est dans une culture où on reconnaît cette ambition-là? Où on reconnaît une certaine forme d'agressivité, peut-être, derrière tout ça? Donc, on a un non-fit culturel aussi. Est-ce que c'est un blocage? Et là, on est capable d'aller identifier les différentes équipes et leurs blocages. Bref, je vous lance plusieurs exemples de ce qui intéresse mes compatriotes pour l'instant. Derrière ça, ce qui est important, c'est que... En fait, ce qui est important, ce que David voulait que je vous propose au final, c'est... tout ça est mesuré avec les bons vieux sondages. Les questionnaires, vous faites des trucs de fin d'année, de satisfaction ou d'engagement. Nous, on a pris ça, on a regardé les Blue Nove qui font du big data d'une façon complètement innovante. On a regardé les gens qui font du big data justement sur les systèmes traités des données Excel jusqu'à des données SAP. On regarde tout ça et on se dit pourquoi, en fait, est-ce qu'en RH, pourquoi est-ce qu'en gestion du changement, on est encore à nos bons vieux sondages des années 80-90? Pourtant, on les a en recherche. Et ce qu'on fait, ces analyses de régression, en fait, qu'on appelle apprenantes en intelligence artificielle, mais ces analyses de régression, on les connaît. Donc, à chaque fois, on refait nos questionnaires qui ne sont pas des sondages. Et disons que je vais mesurer la motivation chez vous. Je ne peux pas vous demander êtes-vous motivé. Ça ne veut rien dire être motivé. Ça veut dire quelque chose pour vous, ça veut dire quelque chose pour moi. Ce matin, en fait, il y avait une panne de métro, donc je ne suis pas motivé. Non, je suis un peu frustré. Et vos questions, vos réponses vont changer. Après, vous obtenez un 6,7 sur 10 de motivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Aucune idée. Oui, mais l'an passé, on avait 6,4, donc 6,7, on est meilleur. Ouais, mais c'est fort probablement l'erreur type, où les questions ont changé, où il y a moins de gens qui avaient de panne de métro ce matin-là. Aucune idée. Vous voyez le genre? Non. Donc déjà, nous, on pousse déjà les modèles connus à l'avance, les modèles développés avec les livres avec David, ou les modèles américains, ou des modèles qu'on développe nous-mêmes. Donc, on prend déjà des modèles qui existent, sur lesquels on va aller chercher des indicateurs, comme la motivation, qui se mesure en une douzaine de questions. Il faut aller l'éclater, ce concept-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que je dois m'assurer qu'au final, numéro 2, que ce que je mesure, c'est bien de la motivation, et que sa variation dans le temps, c'est pas selon une humeur, c'est pas selon la compréhension de chacun.
C'est vraiment la motivation qui bouge. Si je suis capable de vous dire qu'un an plus tard, votre 6,7 est devenu 7,5 et que c'est vraiment parce que la motivation a augmenté, on a un problème. Et c'est le problème qu'on a habituellement dans les sondages. Donc, déjà, nous, on s'occupe de ce côté-là. C'est principalement ça, le travail à faire que vous voyez dans les études scientifiques, si vous les lisez. C'est principalement là-dessus qu'on écrit les chiffres qu'on ne lit pas vraiment dans les sections méthodos et résultats des papiers académiques. Sinon, après, nous, on s'en va sur le 3. Les indicateurs comparatifs. Si mes indicateurs sont stables, en fait, on offre un peu des tableaux de bord qui mesurent, bon, vous avez vu les différents enjeux, mais on offre des tableaux de bord. Celui-ci, c'est un suivi de changement. On avait peur à la saturation. On veut voir comment est-ce qu'on peut avoir un bon leadership dans ces changements-là pour éviter la saturation puis augmenter l'engagement. C'est vraiment juste un exemple, il n'y a pas de chiffres dedans. Mais tous les scores sont standardisés sur 100. Ils sont stables. Et donc, je peux vous les mettre en couleur parce que ça fait 30 000 personnes qu'on teste sur les mêmes indicateurs. Donc, vous avez la comparaison de Big Data automatique. Donc, votre score est en vert, vous êtes dans les meilleurs. S'il est bleu, vous êtes le meilleur de l'année. Non, on a notre concours aussi. C'est pourquoi on a une certaine compétition entre nos terrains de recherche. Mais bon. Fait que vous avez votre comparaison de Big Data qui nous aide pour les recommandations. On sait ce qui est fait chez le voisin qui a eu du vert. Si vous êtes en jaune ou en rouge, on peut aider sur ce point-là. Si ici, j'ai 300 managers qui veulent chacun leur rapport pour chacun de leurs 300 équipes, j'ai 12 divisions, puis j'ai une organisation, ben, ça me fait des centaines de rapports à faire. Donc, chacun a son rapport avec ses propres évolutions dans le temps, par rapport au big data et par rapport au général aussi à l'intra. Donc, vous êtes capable de distinguer vos équipes les plus performantes des moins performantes. Le but, c'est pas de savoir qui sont les moins performants. De toute façon, je ne nommerai pas leur nom, hein, j'ai pas le droit. Mais les plus performantes, pourquoi dans les mêmes contextes, elles le sont? C'est ça qui est important. Et on va aller particulièrement vous modéliser, en fait. J'ai mis des exemples un peu génériques tantôt rapidement, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'ajuster, mais un peu génériques sur, vous avez une équipe qui se dit, en fait, dans un gros rythme de changement. Et là, vous débarquez, vous allez voir ce leader-là, il dit « Oui, c'est sûr que mon équipe n'est pas très engagée par les temps qui courent. Mon équipe est sous un rythme de changement énorme, intense. » Et bam, on ne peut pas y toucher. Moi, je dis « Attends, on va le mesurer. » Ce rythme-là, de toute façon, ça fait un bon projet de recherche sur la saturation de changement, sur le rythme. On va le mesurer. Donc, on est capable de l'objectifier. Deuxièmement, je peux être capable de dire, dans une équipe qui est très saturée, qui a beaucoup de rythme, en fait, pour essayer d'atteindre prêt à changer, une disposition à changer, readiness to change, qu'on va dire par chez nous, bonheur au travail, collaboration créative, qui sont tous des outputs qu'on a habituellement. Cette équipe sous le rythme, on ne va pas la gérer avec les mêmes leviers. Donc, nous, on arrive avec notre prédiction sur les leviers. Vous avez vu le tableau de bord tantôt. Hein. Il y a plusieurs indicateurs. On va essayer d'aller trouver les leviers qui fonctionnent bien chez vous. Donc, si vous voulez augmenter de 30 % vos indicateurs de collaboration créative en termes d'output, est-ce que les leviers 1, 2 et 3 sont possibles? On va leur donner chacun un impact. Si le levier 3 augmente votre résultat d'un 5 %, mais qui vous prend la moitié de votre temps de travail, je vous dirais peut-être laisser tomber. Travailler sur celui qui prend le moins de temps et qui a le plus d'impact. Et on vous donne un peu un timeline là-dessus. Avec les comparaisons Big Data, on peut dire, d'ici 6 mois, il faudrait jouer ce levier-là en premier. On va aller chercher les recommandations parce qu'on a vu les autres terrains. Et on revient, nous, 6 mois plus tard, remesurer. Si vous avez agi, on va voir habituellement la hausse dès que le levier est joué. Et on va être capable de suivre comme ça, dans le temps, nos changements. Et là, si je me tourne comme ça, je ne te vois pas. Oui. Ça fait tellement plaisir de venir te voir. J'avais beaucoup de sujets. Je ne sais pas si je suis allé un peu rapidement. Je voulais juste vous donner au moins des réflexions. Comment est-ce que moi, je voyais le sujet d'aujourd'hui à la québécoise, à la nord-américaine? Quels sont le genre de tensions dans ce sujet-là, le genre de challenge dans ce sujet-là qu'on adresse? Et comment on l'adresse, en fait? La méthode que je vous présente là, on peut en parler après, si vous voulez. Chez nous, elle est un peu plus classique. Les gens savent s'y attendre un peu plus. Donc, j'ai moins besoin de la décrire habituellement. Donc, comme on dit, tu jases bien, toi. Je sais, ouais. Tu jases bien, toi. Je compte des affaires. Ah, tu jases bien. Donc, merci beaucoup, Kevin. Merci.